À la une ce soir, un nouveau président pour bâtir le pays martinique. David Zobda, élu cet après-midi à l'issue du congrès du parti politique. Pierre Samo, l'ancien leader, est nommé président d'honneur. Le chlordécone au cœur d'un forum social objectif des associations environnementales et des représentants de syndicats consulter la population pour établir un cahier de propositions destiné au gouvernement. Le Gros Morne et ses traditions au cœur d'une journée découverte ce dimanche, séance de fabrication de cassave, initiation au belay et au combat de coq, reportage dans un instant. Enfin, le portrait de deux boxeurs, un martiniquais et une guadeloupéenne. Ils ont participé au gala de boxe qui a réuni de nombreux amateurs hier soir à Fort-de-France. Portrait croisé à retrouver dans notre page sport à la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. On commence avec l'actualité politique et ce congrès du parti Bâtir le pays Martinique. Cet après-midi, 200 cadres et militants ont travaillé sur leur avenir, l'avenir de leur formation, la viabilité de l'Alliance, notamment avec Ensemble pour une Martinique nouvelle, et surtout l'élection du nouveau président. Il s'appelle David Zobda. Il était jusqu'alors secrétaire général. Pierre Samo, maire du Lamentin et président sortant, a été désigné président d'honneur. Une volonté de passer la main. On l'écoute. Nous avons travaillé pour faire de notre pays. Nous avons participé au développement de notre pays. Tant pis pour ceux qui n'ont pas compris. Mais je vous dis, la fin de ce congrès me rend beaucoup plus fort, heureux de voir ce matin, quand je suis arrivé, devant cette salle pleine, je ne m'y attendais presque pas. Et pour vous dire combien je suis heureux, et c'est avec un réel plaisir que je passerai donc le relais à ceux qui sont là aujourd'hui, qui ont la responsabilité de développer notre pays. Sachez qu'en tant que président d'honneur, je serai tout près de vous. Et je suis là. Merci. Voilà pour ces images et réactions recueillies par Marie Tricot. On poursuit avec ce rassemblement autour du chlordécone après la marche du 24 février. Les participants ont décidé de prolonger leur action avec l'organisation d'un forum social. Deuxième jour ce dimanche au menu, échange avec le public sur les dangers et les solutions possibles pour limiter l'impact du chlordécone sur l'alimentation des Martiniquais. On voit le reportage de Camille Joseph. La première phase, c'est le contrôle systématique de toutes les terres. La pollution des sols interpelle de plus en plus de Martiniquais. Pour l'agriculture, la pêche, l'élevage, la santé, tous souhaitent trouver des solutions face aux problèmes engendrés par le chlordécone et bon nombre d'autres pesticides. Le constat est alarmant, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus se nourrir, on ne pourra, enfin c'est quand même des besoins primaires de se nourrir. Donc de ne pas pouvoir se nourrir, c'est quand même de s'empoisonner en se nourrissant, c'est terrible. Et la nourriture, ça fait partie de la culture, c'est-à-dire que si on ne peut plus se nourrir avec nos propres productions, donc on va perdre un pan de notre culture. C'est dommage de voir qu'on a quasiment perdu ce qu'on avait de plus cher. Au niveau de notre culture, c'est-à-dire pouvoir manger local avec patrimoine, on a nos légumes, on a notre poisson. C'est dommage de perdre ça et aujourd'hui on a besoin de savoir les solutions qui seront apportées à la population. Il s'agit là de problématiques sanitaires. On voit bien le nombre de maladies que cela engendre en Martinique. Nous avons un fort taux de prostate chez les hommes. Un homme sur 4 est atteint de la prostate en Martinique et une femme sur 4 est atteinte d'un cancer du sein. Et puis aussi, pour tout sortir là, il faudrait peut-être penser aussi à un observatoire pour vérifier si l'traçabilité a dans ce niveau-là aussi. Ne pas rester les bras croisés, échanger, discuter et agir ensemble pour ne jamais considérer les dégâts des pesticides comme une fatalité pour les Martiniquais. Il est possible de prendre en main des solutions alternatives tenant compte de la situation. Les terres chlordéconées ne sont pas des terres où on ne peut rien faire, mais on ne doit pas y empoisonner les gens. Il y a aussi à faire des contrôles pour qu'on sorte du laxisme qui existe aujourd'hui et qui s'est aggravé depuis des années. Il y a moins de contrôles qu'auparavant. Il faut revenir sur tout ça. Donc, contrôle, alternative
et puis aussi sanction des responsables de cette catastrophe que nous avons subie et qui a encore des effets terribles sur nous. Le prochain rendez-vous est fixé au samedi 14 avril à la Maison des syndicats. À cette occasion, une synthèse des ateliers sera présentée, suivie par une marche populaire à travers la ville de Fort-de-France. Où justement on puisse avoir une idée globale de la chose. En bref, 100 000 € en liquide interceptés par les douaniers de l'aéroport Aimé Césaire. C'était hier de l'argent liquide qui était dissimulé dans des bagages. 2 personnes ont été placées en garde à vue, 2 femmes en provenance de l'Hexagone. Elles ont été donc placées en garde à vue par les services de l'Ocertis. Et puis cette information, en bref, toujours, les services de bus Mosaïque risquent d'être perturbés. Demain encore, le conflit avec les transporteurs et la CFTU n'est toujours pas réglé. Une réunion est prévue à 14 h. Direction le Gros Morne maintenant. Depuis 2 jours, le propriétaire d'un moulin hydroélectrique invite tous ceux qui le souhaitent à découvrir les activités temps en temps réalisées au bord de la rivière au programme combat de coqs, cours de bélets, pêche aux écrevisses et tant d'autres activités. Le reportage de Marie Tricot. Comme vous pouvez le constater, nous avons 2 coqs. Il faut les exciter d'abord. Ces 2 combattants s'affrontent aujourd'hui à ciel ouvert. Avec la rivière en guise de galodrome, le combat de coqs se réinvente dans un écrin naturel. Robert est le propriétaire du vainqueur. Il a délaissé les pits depuis longtemps, mais s'est prêté au jeu de la démonstration en temps montant. Très original, parce que ça sort de l'ordinaire. Comme les gens sont venus regarder, ça amène de l'ambiance. Et puis, dans pleine nature comme ça, c'est super. Parmi les visiteurs, beaucoup découvrent cette tradition pour la première fois. L'une des nombreuses qui a pris racine à l'ombre du moulin, au gré du chant de la rivière. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'avec tout ce que j'ai déjà visité ici, je suis restée vraiment ébahie. On revisite les lieux qu'on avait peut-être abandonnés un peu. Et je vois que les gens sont friands de ça, ils aiment beaucoup. Et moi aussi j'apprécie d'ailleurs. Une rivière, célébrée par le talent d'écriture des visiteurs d'un jour. Tu vois, maman rivière, ce n'est pas demain la veille qu'on t'oubliera. La petite lézarde fait tourner le moulin depuis près de 80 ans. Son propriétaire ouvre les portes du domaine pour s'assurer que son rouage ne soit jamais grippé. Nous avons décidé de frapper quand même fort, mais avec les Martiniquais ensemble. Et vu que nous voulons collecter des fonds pour pouvoir faire des rénovations, de la restauration sur le site, puisque nous sommes délaissés, que ce soit au niveau des instances publiques, nous sommes seuls à pouvoir œuvrer pour maintenir à flot le moulin. Miser sur la tradition porte ses fruits. Les gardiens du moulin viennent d'acheter un tracteur grâce aux visites. Ils peuvent désormais planter leur propre manioc. C'est l'heure de retrouver notre invité ce soir, Jean-Noël Degrasse, responsable de Météo France Martinique. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Demain débutera la 40e réunion du comité des ouragans. D'abord, à quoi ça sert ? Alors, avant de répondre à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce comité des ouragans ? Alors, il faut savoir que c'est une réunion de l'Organisation météorologique mondiale. C'est la branche onusienne qui s'occupe de la météorologie et de l'hydrologie. Alors, elle a divisé la Terre en 6 bassins. Nous sommes dans le bassin Atlantique, Caraïbes, Golfe du Mexique, et finalement, qui intéresse tous les pays qui vont du Canada jusqu'au Venezuela. Et tous ces pays se réunissent régulièrement pour faire avancer la gestion du risque cyclonique, alors qu'on appelle plutôt ouragan chez nous, d'où le nom comité des ouragans. Alors ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par d'abord de la coopération. Ce qui est important, c'est que tout le monde coopère dans le monde de la météorologie, et notamment quand il s'agit de catastrophes. Alors on coopère comment ? En échangeant toutes les données. On échange des données d'observation, des données radar, des données satellites, on échange des données de prévision. Alors des données séculaires, j'allais presque dire, sur plusieurs années. Alors il ne s'agit pas... Surtout en temps réel, surtout des données en temps réel. Ce qui est important pour la gestion des ouragans, c'est justement à la minute où l'information est observée, savoir la transmettre rapidement. Et c'est tout ça qui est discuté. Est-ce qu'à l'issue de cette réunion, on aura des précisions sur la prochaine saison cyclonique ? Alors non, on ne parle pas de prévisions saisonnières. Je vous dirai après pourquoi. Je voulais juste revenir sur à quoi ça sert et comment c'est organisé, parce qu'on parle d'observation, on parle de prévisions qui sont échangées, qui sont coordonnées par un organisme que tout le monde connaît ici quasiment, qui est le NHC à Miami, le National Hurricane Center, où des fois les gens disent oui, mais à Miami ils font ça, vous faites différemment. Non.
Pourquoi? Parce que justement, ce comité organise et harmonise tout ce qui se fait. Et le but, en final, c'est que s'assurer que chaque pays, chaque territoire qui est sous une menace d'un ouragan ait bien pris en compte la menace, connaissent bien un petit peu le timing, la dangerosité du phénomène et ait mis en place ses propres systèmes d'alerte. Ce n'est pas de l'ingérence au niveau des pays, mais c'est un cadre qui est donné et qui est facilité parce qu'il faut bien se rendre compte que tous les pays et tous les territoires n'ont pas la chance d'avoir des moyens comme nous on peut avoir en Martinique, comme on peut avoir aux États-Unis. Une île comme la Dominique, par exemple, n'a pas de service de prévision. Les prévisions pour la Dominique dépendent parfois de Barbade, parfois de Miami. On a besoin de faire de la coordination aussi avec les îles françaises. Donc vous voyez, c'est tous ces phénomènes-là, ces processus-là qui sont discutés au sein du comité des ouragans. Alors après une année 2017 qui a été vraiment marquée, catastrophique, même dévastatrice, on le dit dans un communiqué, j'allais revenir à ma question de tout à l'heure, et ce qu'on a envie de savoir, est-ce que l'année 2018 va être une année importante en termes d'activité d'ouragan ou de cyclone? Alors, les gens qui assistent régulièrement aux conférences que je donne ou aux communiqués que je fais, ça ferait bien que je n'aime pas trop donner des chiffres. C'est pas parce qu'on ne sait pas le faire ou on le fait moins bien que d'autres. C'est vrai, c'est un exercice auquel se livrent pas mal d'instituts, des universités américaines, anglaises, mais Météo France le fait aussi, le Centre européen. Alors l'université américaine, justement, vient de donner des premières prévisions. On prévoit 6 ouragans majeurs. Voilà. Est-ce que ça vous paraît quelque chose de plausible? Alors, je pense qu'il faut plutôt rester sur des choses un petit peu plus généralistes. Qu'est-ce qu'on attend globalement pour cette année? C'est une année, alors c'est facile à dire, moins d'actifs que l'année passée. Pourquoi? Parce qu'on a plutôt un phénomène La Niña dans le Pacifique ou légèrement neutre. Et on sait, l'histoire nous le montre, que quand on a un phénomène La Niña, même faiblissant, on revient à quelque chose de neutre. Et quand c'est neutre, c'est quand même moins actif que quand on a un beau phénomène La Niña, par exemple. Donc on s'attend à quelque chose finalement proche de la normale. Mais proche de la normale, ça veut dire, vous l'avez dit, par exemple, ça peut dire 6 ouragans dans le bassin. Ça peut être peut-être 7, ça peut être peut-être 5. Mais notre credo, et c'est le même aux États-Unis, c'est le même dans tous les pays de la Caraïbe, c'est un seul suffit. Donc les prévisions, ce qu'on appelle saisonnières, c'est bien, ça fait avancer la science, ça nourrit la curiosité des gens, mais ça ne doit pas être contre-productif. C'est-à-dire que le jour où on va vous annoncer une saison pas active, on veut quand même, entre guillemets, on souhaite quand même que chacun se prépare de la même façon. Parce que un ouragan, on le sait, qui passe quelque part, souvent il est sous-estimé parce que la mémoire humaine fait qu'on oublie un petit peu. Vous l'avez dit, 2017, c'était une énorme piqûre de rappel. Malheureusement, on a payé des lourds tributs au niveau des îles françaises, de la Dominique, de Porto Rico, des USA. Et là, finalement, tout le monde est un petit peu plus mobilisé. Et j'espère que ça sera toujours le cas, même si la saison est prévue normale. Alors demain, il y aura des sommités, notamment de l'Organisation météorologique mondiale. Est-ce qu'on va parler des avancées de la recherche scientifique en termes de prévision? Est-ce qu'on est maintenant capable de prévoir un peu mieux ces ouragans et ces phénomènes? Complètement. Ça, c'est vraiment le cœur du comité des ouragans aussi, de voir comment la recherche améliore la prévision. Là, on est en train de voir avec les États-Unis et l'ensemble des membres comment commencer à faire des tests, non pas sur des prévisions à 5 jours, mais des prévisions à 7 jours. Vous voyez, donc essayer de gagner 2 jours d'anticipation, bien sûr avec les limites de l'exercice, mais c'est là où la recherche bénéficie à l'anticipation, au prépositionnement de force et finalement à la gestion de risques cycloniques. Donc c'est tout à fait d'actualité. Alors il y a la prévision en termes de nombre d'ouragans, de cyclones, il y a aussi la prévision en termes d'intensité. C'est vrai qu'on a été plutôt surpris, notamment par Irma, Maria, des phénomènes qui se sont ont pris de la puissance très rapidement. Est-ce que vous allez travailler aussi sur ça pour savoir est-ce qu'on aura des nouvelles catégories, par exemple, d'ouragans? Tout à fait. C'est aussi un des sujets qui est discuté, savoir si à terme, alors ça ne sera pas tout de suite, il faut penser à un ouragan catégorie 6, pourquoi pas, enfin une classe en tout cas. C'est aussi le moment où on change les prénoms. Vous savez, ces listes de prénoms qui reviennent tous les 6 ans, eh bien, quand il y a des prénoms dont les ouragans ont causé des désastres, donc nous on a Irma, Maria, mais il ne faut pas oublier Harvey aux États-Unis, ben, ces prénoms seront changés. Donc c'est aussi le lieu, ce comité des ouragans, où tous les pays proposent des prénoms. Et c'est le seul moment un peu ludique où finalement on essaye de voter et de soutenir le prénom de son choix. Mais on sait que c'est une importance, ce côté prénom, parce que ça identifie un phénomène et c'est avec ça qu'on le suit.
Et donc demain, à partir de demain, donc à l'hôtel Batelière à Schœlcher, la 40e réunion du comité des ouragans qui se passe en Martinique. Oui, tout à fait, oui. Pour la première fois. C'est la première fois, ça fait 40 ans que ça existe, vous l'avez dit, 40e depuis 1979. C'est la première fois que la Martinique l'accueille, Martinique et Météo France. C'est 5 jours de travail. Alors c'est du travail, c'est pas une conférence publique. Il y a quelques observateurs qui viennent, bien évidemment, qui peuvent être intéressés, mais c'est vraiment 5 jours de travail au bénéfice de la gestion du risque cyclonique. Et on suivra évidemment l'avancée et les débats. Merci beaucoup, Joël de Grasse, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Le 17 avril prochain, la Martinique va commémorer le 10e anniversaire de la mort d'Aimé Césaire. Hier soir, lors de la 10e édition de sa soirée Belay, l'association Canigoué a rendu hommage au poète ainsi qu'à Tiraoul, le maître du Belay. C'était hier soir à Fort-de-France, le reportage de Camille Joseph. Si l'hommage à Aimé Césaire prend la forme d'une exposition de textes dans l'enceinte du marché, la danse, la musique et les paroles expriment aussi la contribution du poète et homme politique martiniquais au Belay. Aimé Césaire, Tiraoul Rivalier, des noms, des poteaux mitans en disant qu'il y a, en disant domaine, mais là nous avons songé au soya, et puis en pile force, tout ça pour continuer, nous chimères pour nous-mêmes nous ça transmettre pour les générations qui suivent. C'est avec les jeunes de l'association que la soirée débute. Comme Tiraoul Grivalier, ils ont été initiés très tôt au Belay. Et comme le monument de notre tradition dansée, ils y mettent de l'exigence et de la qualité. Cet imam-là, il a découvert, il a absorbé. Et là, on a présenté finalement. Même si il n'a pas trop savent, mais il a senti ça qui taille, ça qui nomme. Et là, on a présenté ça. Cet imam-là, il a content, il a partagé et il a vivre. Comme dans toutes les soirées Belay, les amateurs de danse de lutte apprécient la partie réservée aux damiers, surtout quand Lassaro, ancien grand maître, y fait son apparition. La présence de la ronde Belay, ajoutée à un public qui s'est déplacé une nouvelle fois très nombreux, sont la démonstration que notre Belay est bel et bien vivant. Restez avec nous dans quelques instants. Nous irons en Guadeloupe. La très célèbre compétition transatlantique, la Route du Rhum, a renouvelé son partenariat avec la région jusqu'en 2026. Et puis, dans votre page sport, suite et fin de la Bikers Cup, c'est Hervé Arcade qui a remporté le trophée avec 24 secondes d'avance au classement général. Depuis 40 ans, la Route du Rhum, c'est une traversée de l'Atlantique au départ de Saint-Malo et à destination de la Guadeloupe. Eh bien, cela ne devrait pas changer. L'organisation de la course vient de signer un engagement avec la région Guadeloupe pour un partenariat jusqu'en 2026. Les précisions d'Yvon Lemar. Cette deuxième réunion du comité de pilotage de la Route du Rhum destination Guadeloupe était l'occasion de signer une convention entre la région et les organisateurs de l'événement. Cette signature officialise un partenariat jusqu'en 2026. Je pense que depuis quelque temps, la Route du Rhum est lancée. Les élus ont fait le travail depuis Saint-Malo. Aujourd'hui, les organisateurs que nous avons missionnés sont venus pour que nous puissions concrétiser cette signature dans le cadre de la Route du Rhum pour 2018. Effectivement, il faut signer, il faut payer et surtout rappeler que nous nous sommes déjà engagés pour 2022 et 2026. Aujourd'hui, les choses se passent très bien. Nous avons un village de départ à Saint-Malo, un village d'arrivée à Guadeloupe. Et comme je l'ai dit, tous ceux qui seront à Saint-Malo, ce sont des gens qui partiront pour travailler. Pas question d'emmener du monde en villégiature ni en vacances. Les choses se passent très bien avec M. Pelage Nelson et M. Pankel en matière de sport, culture et économie qui font le travail, qui discutent, qui négocient avec les organisateurs. Donc maintenant, c'est à eux de continuer le travail commencé. Cette convention permettra la mise en place de stratégies économiques autour de l'événement. Nous sommes, avec cette signature de convention, on passe au côté bien sûr juridique. Donc là, au côté contractuel des choses. Tout est réfléchi, mais aujourd'hui, avec cette signature qui officialise le partenariat Penduic Région Guadeloupe, enfin OC Sport Penduic Région Guadeloupe, nous allons
allons donc aujourd'hui pouvoir contracter avec l'ensemble des porteurs de projets, l'ensemble de tous les partenaires qui nous accompagnent dans cette opération. Donc c'est vraiment très important ce qui s'est passé ce matin. Du côté des organisateurs, cette signature est le moyen de créer une nouvelle dynamique autour de l'événement grâce à un accompagnement à long terme. C'est un partenariat dans la durée et c'était important pour nous de signer. Évidemment, il n'était pas question qu'on aille voir ailleurs parce que la route du Rhum, elle est ancrée entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre et la Guadeloupe. Mais il est important de nous donner de la visibilité et de ne pas subir un peu ces dépressions qu'on avait entre deux routes du Rhum. Et se dire on va travailler dans la durée. On parlait de la route du Rhum, mais on parlait aussi de la route du bleu, la route du vert. Et ça, pour nous, c'est important parce que notre public de demain, c'est aussi les jeunes en Guadeloupe. Et ça, c'est pouvoir les accompagner jusqu'à 2026. Cette année, plus de 120 skippers, dont 6 Guadeloupéens, participeront à l'événement. L'arrivée se fera au Memorial Act. 2 villages seront installés en Guadeloupe, un à Basse-Terre et un à Pointe-à-Pitre. Le départ sera donné le 4 novembre à Saint-Malo. Les premières arrivées sont prévues le 10 novembre. Retour en Martinique, c'est l'heure de retrouver votre page sport. Le sport et la boxe anglaise qui a retrouvé la lumière en Martinique hier avec un gala et le portrait ce soir d'un Martiniquais et d'une Guadeloupéenne qui était donc hier devant les nombreux amateurs de boxe. Portrait croisé signé Louis Savas. C'est comme un rituel. Précis et appliqué, Rodrigue noue les bandelettes qui protégeront ses phalanges. Dans quelques minutes, il doit disputer un match de boxe. Cette phase lui permet de se concentrer et de rentrer petit à petit dans son combat. On met les gants, on oublie tout. Là, on est déjà dans notre combat. Peut-être on peut mettre des stratégies. En fait, ça dépend du boxeur. Moi, en principe, je ne pense à rien. Je suis plus concentré sur mon combat et sur le fait de ne pas faire des erreurs et de faire le maximum. Le Martiniquais va disputer son deuxième combat élite, moins de 64 kg. Son adversaire est Rekik Belkacem, du Boxing Club de Garges-les-Gonesse. Un redoutable combattant inscrit dans le prestigieux INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Voilà, l'hypercule, c'est ça mon vieux. Tu dois sortir l'hypercule. La rencontre est programmée dans le cadre de la première édition du Onlanwit Putut Major, un gala de boxe anglaise où les Martiniquais sont confrontés à leurs homologues venus de Guadeloupe et de l'Hexagone. Mais pour Rodrigue, c'est déjà le moment de monter sur le ring. Et c'est justement l'heure de la préparation de Harmonie. Elle débute par le shadow boxing ou combat imaginaire. Le shadow, c'est super important. Plus on en fait, plus ça part tout seul, plus les coups partent tout seuls. C'est vraiment, on est dans notre tête, on déballe des coups et puis on imagine ce que l'autre peut faire en face pour voir la réaction qu'on a et on contre-attaque. La Guadeloupéenne a déjà rencontré son adversaire quelques jours plus tôt. Elle avait alors perdu. Il faut dire que Harmonie reboxe la championne de France, Sedia Sanogo, un prodige qui a commencé la boxe à l'âge de 12 ans. Concrètement, c'est une fille qui a des prédispositions très intéressantes, qui a des fois manqué de travail. Souvent, quand on est très doué, on n'est pas besogneux. Mais c'est vrai qu'elle a des prédispositions hors normes et qui lui permet des fois en fait, d'avoir un niveau national, voire international. Pendant ce temps, sur le ring, Rodrigue est en difficulté. Son adversaire le domine en taille comme en technique, ce qui l'empêche de développer sa boxe. Touché puis compté, son coin décide de jeter l'éponge dans le second round. Mais le Martiniquais n'a pas à rougir de sa prestation vu le calibre de son opposant. Je savais déjà que ce serait un combat qui serait dur. Bon, parce que il est très technique, il a beaucoup de déplacements et il travaille bien avec son allonge. Il est beaucoup plus grand que moi. Un boxeur qui est inscrit à l'INSEP,
qui boxe pour le championnat de France, pour tout ça, qui a battu le champion de France. Je l'ai bien touché aussi. Et voilà, elle a été meilleure. C'est maintenant au tour de Harmonie de boxer. Un combat disputé face à la championne de France des moins de 69 kilos. Harmonie va chercher son opposante, se donne à fond, touche, mais pour quelques contres. Son adversaire fait jouer son expérience. À l'issue des 3 rounds, la décision des juges est partagée, mais la logique est respectée. Sedia Sanogo est déclaré vainqueur. C'était un peu compliqué aujourd'hui sur ce combat parce que comme vous l'entendez, j'ai chopé un petit peu la crève. Dû au changement de température, on passe du froid au chaud tout de suite, on dort avec la clim, etc. Donc du coup ça a été assez compliqué. Elle est venue aussi pour gagner parce que je l'avais déjà rencontrée mercredi, donc c'était un peu sa revanche. Et mercredi j'étais, on va dire, bien au-dessus. Donc du coup aujourd'hui le but c'était d'essayer de me rentrer dedans parce qu'elle savait que j'avais une boxe très volante. Et voilà, et j'étais malade et aujourd'hui ma maladie elle m'a un peu enfoncée. Je m'en suis sortie, mais c'est vrai que c'est quand même la championne de France, donc elle bouge bien, elle se déplace bien, elle tape bien. J'ai fait du mieux que je peux, je crois que j'ai quand même bien fait. Ce sera pour en janvier prochain au championnat de France que je la reverrai. Une dizaine de boxeurs et de kickboxeurs ont participé au gala. Mais c'est bien la boxe anglaise qui était mise à l'honneur. Je vous avoue que ce n'est pas facile, moins de sponsors, ça devient très difficile avec le temps, malheureusement. Onlonwit Pututmajo a répondu à toutes les attentes des spectateurs. Un rendez-vous que les amateurs du noblard espèrent retrouver l'an prochain. En l'ennui de Pututmajo, le gala de boxe, comme si on y était avec ce magnifique reportage de Louis Sabas. On poursuit avec le résumé du reste de l'actualité sportive. On revient sur la suite des demi-finales en play-off comme en basketball, et en volleyball, et également la suite du championnat de Régional 1 en football. Le résumé signé Karel Chassol, José Le Chertier et Louis Sabas. Débuté vendredi soir, les demi-finales allées des playoffs de basket se poursuivent en ce moment même. Chez les femmes, le match Éclair Golden Lion est en train de se terminer. Chez les hommes, la deuxième demi-finale allée oppose Lussac au Wax. Des rencontres qui se déroulent au hall Pellière-Donatien et sur lesquelles nous reviendrons demain. En volleyball également, juste au week-end, les demi-finales allées des playoffs. Hier soir, chez les femmes, l'Espoir a dû batailler ferme pour venir à bout du Smash Club 3-7-2. Si les Ducosaises remportent le premier set 21-25, les Lucéennes réagissent lors du second 25-10. Avant de perdre le troisième 23-25. Mais les partenaires de Souraya Radza ont de la ressource. Elles remportent les 2 derniers sets 25-14 et 15-12. Je pense qu'on est tombé sur une équipe du Smash Club qui avait envie de gagner. C'est une de ses premières présentations au play-off. Elles ont fait leur jeu, elles ont bien joué. Maintenant, c'est à nous de voir ce qui a pêché, c'est à nous de nous remettre en place pour le reste de la compétition. Nous avons créé la surprise aujourd'hui. Nous avons perdu certes 3-2, mais ça a été un très très bon match. Nous sommes super heureuses. C'est vrai que c'est la première participation au play-off. Chez les hommes, les Lucéens, eux, ont été sans pitié. Ils s'imposent sur le score de 3-7-0, 25-15, 25-16 et 25-21. L'Espoir qui semble avoir fait un grand pas vers la finale. On était préparés pour ce match-là parce que après le résultat qu'ils ont eu face au Rayon de Petitance, on s'est dit que ce ne sera pas un match facile, donc il fallait tout faire pour gagner facilement. C'est vrai qu'on a toujours le match de mercredi dans les jambes, qui a été très difficile. Et je pense qu'aujourd'hui, ça s'est vu. Après, on a manqué vraiment de punch. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'on a perdu ce soir. En ce moment même se déroulent les 2 autres demi-finales des playoffs. Depuis 17h chez les femmes, le match Éveil-Rayon, suivi au masculin du derby arlésien Rayon-RCA. Nous y reviendrons demain. En football, épilogue hier soir de la 20e journée du championnat de Régional 1. En déplacement à Pierre-Aliquer, l'Émulation a battu le Golden Star 2-0 et sort de la zone de relégation. Pour rappel, notez les victoires du Club Colonial, de l'Aiglon, du Club Franciscain, du Good Luck, de l'Essor et de la JS Eucalyptus. Au classement, les Franciscains ont 4 points d'avance sur les Joséphins, 5 sur les Violines et 6 sur l'Amantinois et Samaritains. En bas de tableau, on retrouve le Golden Star,
la JS Eucalyptus et la nouvelle Lanterne Rouge, le CS Gaz Pilote. Et on referme cette page sport avec le clap de fin pour la Bikers Cup remportée par Hervé Arcade avec 24 secondes d'avance sur le deuxième au classement, Anthony Damas, un Guadeloupéen. Retour sur 3 jours de compétition avec le grand format signé José Lechertier. C'est sur la place du Neng-Marron et un soleil de plomb que les 124 VTTistes se sont élancés à l'occasion de la 10e édition de la Bikers Cup organisée par le Madinina Bikers. Une mise en jambe sans grande difficulté, les femmes sont les premières à découvrir ce parcours avec une partie assez technique dès le début. Très vite, 3 femmes se démarquent, respectivement Béatrice Perronnet du Winner Team en 3 minutes et 2 secondes. Elle devance Laura Guépois de la Guadeloupe et Solange Saint-Louis du Madinina Bikers. C'est au tour des cadets garçons de s'élancer, ils sont nombreux à en découdre sur le circuit. Sans contestation, le plus rapide est nommé Dylan Jacques du club organisateur. Il réalise le meilleur chrono. Le prologue, il a été rapide et de mon côté, ça a été. J'ai pas fait trop d'erreurs, donc ce qui m'a permis de faire un bon temps. Les vieux briscards empruntent le tracé, nous les connaissons. Hervé Arcade qui revient d'une grippe, Christopher Melmar et Di Michel Cademart qui a aussi connu des soucis de santé. Le jeune Jean-Emmanuel Laurando qui s'est illustré en remportant une étape du Trophée de la Caraïbe, course sur route. Sur le prologue, personne ne dévoile ses cartes, ce sont les plus fougueux qui profitent de la situation. Dylan Jacques s'impose. Le sociétaire du Madinina Bikers est suivi de Erwan Le Gaillard du même club et de Isao Kazi de la Guadeloupe. Le meilleur temps du prologue revient donc au jeune Dylan Jacques du Madinina Bikers et c'est avec cet excellent résultat qu'il aborde la première étape du Galion à Trinité. Dylan a trouvé chaussure à son pied en la personne d'Erwan Le Gaillard. Ce dernier atomise la concurrence et fait cavalier seul. Il remporte la première étape. C'est des circuits que j'aime bien, il y a beaucoup de dénivelé, c'est technique, j'aime bien. Chez les femmes, la bagarre fait rage. 3 coureuses se marquent de près. Vanessa Mann, Laura Guépois et Béatrice Perronnet, vainqueurs du prologue. Vanessa prend les commandes de la course, Guépois est au taquet tandis que Béatrice, grippée, essaie de suivre le rythme imposé. Dans le rouge, elle ne suit plus. Vanessa gagne cette première étape, elle est suivie de Laura, Béatrice fait 3. J'ai fait un bon départ, donc après j'ai dit je surveille un peu derrière. Donc par rapport à hier, c'est vrai que j'étais un peu déçue du prologue, donc j'ai dit au réveil, j'ai dit allez, je me motive et aujourd'hui je donne tout. Donc j'ai vu que bon, Béatrice tenait bien avec moi, donc quand j'ai vu qu'elle a lâché, donc j'ai dit allez, j'attaque et je tire jusqu'au bout. Chez les hommes, le toujours jeune Hervé Arcade a su mettre à l'épreuve ses comparses. Il impose une cadence digne d'un routard et gagne en mètres au Galion. Je suis parti vraiment dans les dernières lignes, mais j'ai vu que les jeunes étaient fougueux, ils ont voulu faire la course d'entrée, donc je suis resté dans les roues à observer un petit peu les hommes forts. Et puis avec la technique, avec le métier, je suis remonté petit à petit, j'ai fait mon retard et après j'ai rencontré Laurando, le petit Damas. Malheureusement mes coéquipiers étaient là, mais c'est vrai que sur la portion un peu plate, j'ai voulu mettre un rythme de routier. Et puis ça fait la différence. Ce dernier aborde l'ultime étape avec une quarantaine de secondes sur le second Anthony Damas. Jean-Emmanuel Laurando se mêle à la lutte, c'est du coude à coude. Au sprint final, la victoire d'étape revient à Damas, mais le sacre suprême au toujours jeune Hervé Arcade. Chez les femmes, Béatrice Perronnet est déterminée à gagner, c'est ce qu'elle fait. Elle coiffe Laura Guépois sur le fil, mais la victoire finale revient à Vanessa Mann. Pour moi, bilan satisfaisant, donc j'ai géré ma course aujourd'hui. C'est vrai que moi je suis restée, j'étais bien. Donc on a terminé au sprint, je termine 3e aujourd'hui. Dans la catégorie cadet, sans discussion, c'est Erwan Le Gaillard qui s'impose. Il a dominé la course de la tête et des épaules. Ça a été une Bikers Cup assez... Elle était bien quand même, assez dure, très dure même.
et que enfin, l'adversité était quand même présente, malgré l'avance, mais ils étaient quand même présents. Bilan plutôt positif pour cette 10e édition de la Bikers Cup. Un bilan exceptionnel, c'est peut-être l'une des plus belles éditions qu'on ait eu organisées. Sur tous les plans, une grosse participation guadeloupéenne, une grosse participation locale. Beaucoup de spectateurs, d'amis, de passionnés de VTT qui sont venus. Un grand enthousiasme, des partenaires satisfaits. Donc un beau temps, ça c'est également un élément important. Donc je crois que tous les indicateurs sont de couleur verte, donc il n'y a pas de raison, on est satisfait, on espère que ce sera en vue d'une très belle 11e édition. Plus tôt dans la matinée, les plus petits ont pu en découdre sur le tracé de Guigneron. Une chose est sûre, la relève est assurée. Voilà pour le sport. Information pratique à présent, des coupures d'eau prévues demain. Plusieurs quartiers sont concernés aux marins. Ils sont affichés sur votre écran. Des coupures qui pourront donc s'étaler entre 8h et 15h selon la société martiniquaise des eaux. Et puis le planning de l'EFS Martinique demain, rendez-vous entre 8h et 13h à la préfecture de Fort-de-France pour vos dons du sang avec toute l'équipe de l'établissement français du sang de Martinique. Et c'est ainsi qu'on referme cette édition. Je rappelle les principales informations à retenir dans ce journal élection de David Zobda à la tête du parti politique Bâtir le pays Martinique. Pierre Samo, l'ancien président, a été désigné président d'honneur à l'issue d'un congrès qui s'est déroulé cet après-midi au Lamentin. Le chlordécone au cœur d'un forum social, objectif des associations environnementales et représentants de syndicats, consulter la population pour établir un cahier de propositions destiné au gouvernement. Le Gros Morne et ses traditions au cœur d'une journée découverte ce dimanche, séance de fabrication de cassaves, initiation au belay et au combat de coq, tradition tant longtemps. Et puis le portrait que vous avez pu suivre de notre page sport, celui d'un Martiniquais et d'une Guadeloupéenne. Ils ont participé au gala de boxe qui a réuni de nombreux amateurs hier soir. Portrait croisé de votre page sport. À suivre la météo présentée par Roxane à 20h, votre téléfilm ce soir, 12 ans sans ma fille. Demain, retrouverez la sémillante Sabrina Doré pour votre tranche info. Merci de votre fidélité. Très bonne semaine à vous.